comment nous pouvons articuler l'urgence et puis le moyen long terme. Je crois que c'est cette seconde question qui peut permettre de bien synthétiser les débats que nous avons eus depuis ce matin. Et du coup, je la traiterai en deux parties. D'abord, les urgences et ensuite les solutions. Et au niveau des urgences, j'en prendrai trois, toujours pour être en phase avec ce que nous avons dit depuis ce matin. Évidemment, la première, c'est l'urgence climatique. Et donc, tous les chiffres ont été donnés depuis ce matin. Et j'en retiens quelques-uns. C'est en particulier sur les 20 dernières années, on estime que 40% de la variation de la productivité dans le domaine agricole en Afrique, 40% sont liés au fond au changement climatique. Et donc il y a un vrai enjeu lié à la productivité agricole du fait du changement climatique, en particulier du réchauffement climatique. On n'a pas de certitude parce que vous voyez bien que on a deux éléments. On a à la fois la variation, donc ce que nous appelons les aléas climatiques, et puis nous avons le changement climatique. Donc si vous avez une droite, vous voyez bien que avec la pente de la droite, vous avez le changement, mais vous avez des fluctuations autour de la pente, autour du trend. Donc, quelle est la part des fluctuations climatiques liées au changement climatique et quelle est la part des fluctuations liées, j'allais dire, au cycle normal des saisons? Donc, on n'a pas de certitude absolue sur l'impact du changement climatique sur les aléas climatiques. Mais globalement, on pense que 40% des variations de productivité sont liées, au fond, au changement climatique. Deuxième élément qui me semble intéressant, c'est le fait, et ça a été dit dans le dernier panel en particulier, on estime entre 3,7% et 11,7% la perte de produit intérieur brut liée au changement climatique. Et pour l'Afrique de l'Ouest, le trend, c'est plutôt autour de 5% du PIB. J'ai quelques difficultés avec ce chiffre parce que le PIB n'est pas un bon indicateur, en fait. Parce que si vous avez des destructions liées au changement climatique, le fait de reconstruire augmente le PIB. Ce qui fait qu'au fond, vous pouvez avoir un biais dans la mesure où le fait de reconstruire suite aux destructions liées au changement climatique vous donne l'impression d'accroître l'activité, alors qu'au fond, vous ne faites que réduire des impacts négatifs majeurs. Et donc, sous ce vocable de PIB, vous pouvez ne pas capter les phénomènes d'irréversibilité liés au changement climatique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la variable produit intérieur brut comme indicateur pertinent autour de ces questions de changement climatique. Nous n'avons pas en économie les bons indicateurs pour capter tout ce qui est vert. Puisque par essence, ce qui fonde la science économique, c'est la certitude. Nous n'avons pas les outils de mesure de l'incertitude. Ce qui fait que lorsque nous parlons de la finance, nous parlons quand même de ce qu'on peut qualifier de domaine du risque. C'est-à-dire, on a les événements qui peuvent se produire et on a les probabilités d'occurrence de ces événements. C'est là où vous avez le financier. Dans les situations d'incertitude de mesure, c'est-à-dire là où vous avez les événements, mais vous n'avez pas les probabilités d'occurrence, et dans les situations d'incertitude radicale,
c'est-à-dire là où vous ne savez même pas ce qui peut se produire, et donc a fortiori d'éventuelles probabilités d'occurrence, vous n'avez plus le financier. Donc là, qu'est-ce que vous avez normalement? Vous avez la monnaie. La différence entre la monnaie et la finance, c'est que la finance gère le risque, la monnaie gère l'incertitude. Et derrière la monnaie, vous avez l'État, c'est-à-dire le souverain premier. Et du coup, les difficultés que nous avons, c'est qu'on nous embarque au fond dans une lecture des transformations à venir qui se cantonnent à la finance et donc au risque, alors que nous sommes typiquement dans des logiques et dans des situations d'incertitude, notamment radicales. Et ça, c'est un élément qui me paraît intéressant à mettre dans notre discussion. Okay. Le troisième élément dans cette urgence climatique, ce sont bien évidemment les impacts sanitaires et sociaux. Okay. Tous les chercheurs montrent que nous allons avoir des pandémies de plus en plus grandes du fait du réchauffement climatique. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un des éléments à la base de la pandémie de Covid, c'est que la déforestation massive a mis ensemble des espèces qui n'auraient jamais dû se retrouver ensemble. Okay. Et donc, nous allons avoir de nouvelles pandémies. Tous les chercheurs le montrent et nous n'avons pas forcément les moyens de répondre à ces pandémies. Donc la première de ces pandémies, c'est celle de Covid. Vous avez vu ce que ça a coûté à l'humanité en termes humains et financiers. Vous imaginez une succession de 3 ou 4 autres pandémies de cette nature. Ce que ça peut donner. Et évidemment, impact social parce qu'il y a les migrations liées au réchauffement climatique. Okay. Deuxième urgence, c'est l'urgence démographique. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment en Afrique de l'urgence démographique. Et quand vous avez une population dont la taille double tous les 25 ans et qui est très jeune, vous voyez que la demande, notamment en énergie, est très très forte. En plus de la demande en éducation, en demande en accès au marché du travail. Okay. Et je pense que là, il y a deux choses qu'on peut dire. La première, c'est l'impact de cette vitalité démographique sur les ressources naturelles. Nous, on remarque qu'avec le réchauffement climatique, il y a un déplacement des populations vers, du Sahel vers les forêts humides et les mangroves, ce qui réduit notablement la biodiversité. Okay. Donc, il y a clairement la question de la gestion de la transition démographique par rapport à l'impératif de préservation des écosystèmes naturels. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et par rapport à la forte demande du fait de cette dynamique démographique très forte, on retrouve au fond ce que disait Gérardine tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on met le curseur, okay, autour du mix énergétique. Okay. Énergie fossile versus non renouvelable. Donc là, je pense qu'il y a un axe de recherche fondamental pour les chercheurs et les décideurs africains autour de la question de la cohérence du mix énergétique. Ça me paraît fondamental. Enfin, troisième urgence, c'est l'urgence agricole et alimentaire. Vous savez par exemple que cette année, nous avons à peu près 40 millions de personnes en Afrique de l'Ouest qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Okay. À peu près 10% de la population. Et au fond, cette urgence agricole et alimentaire, au-delà des déterminants dont j'ai déjà parlé, renvoie aussi à l'addition de crises que nous vivons. La crise sécuritaire crée du déplacement de population. Okay. Il y a beaucoup de producteurs qui n'ont pas pu produire cette année parce qu'ils ont quitté leurs terres pour aller augmenter les populations urbaines. Vous voyez,
on a la reprise post-pandémique très forte qui a engendré une hausse des prix des produits agricoles, notamment des intrants agricoles. Okay. Et enfin, on a la crise russo-ukrainienne qui a amplifié cette hausse des prix agricoles. Pour vous donner un exemple, il y a un an, la tonne de potasse coûtait sur le marché international $200. Aujourd'hui, on est passé à $840, c'est-à-dire une multiplication par 4. Okay. Et donc, ça a forcément un impact sur la productivité agricole et donc sur la production et l'accès des populations aux produits agricoles. Et ça, c'est la situation actuelle. Donc, vous voyez bien que l'addition de ces urgences engendre un impératif de recherche de solutions. Okay. Et donc, c'est la deuxième partie de mon propos, solutions de court terme et solutions de moyen long terme. Okay. Au niveau des solutions de court terme, je peux en citer 4. La première, Moubarak en a parlé tout à l'heure, c'est tout l'appui que nous effectuons. Quand je dis nous, c'est les organismes supranationaux, la BOAD, la commission de l'UEMOA, la BIDC et d'autres, autour des contributions déterminées au niveau national. CENINAFO également en a parlé. C'est quelque chose qui est fondamental. Il faut que nos États soient au rendez-vous des contributions déterminées au niveau national. C'est d'ailleurs ce travail qui nous a conduit, avec la commission de la CEDEAO, à mettre en place une stratégie climat, en fait, pour l'Afrique de l'Ouest, que la CEDEAO a portée avec le SILS, la BOAD et la commission de l'UEMOA à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Okay. Donc ce travail, c'est un travail de court terme, il faut qu'il continue. Modulo les éléments de cohérence dont on a parlé tout à l'heure. Okay. Deuxième élément de solution de court terme, là c'est un projet que je pilote dans le cadre de mon département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement, de la commission de l'UEMOA, c'est le projet WACA, donc qui est le projet au fond de résilience des populations face au changement climatique, donc les populations côtières. Et donc la commission de l'UEMOA pilote le volet régional. Et Didier Akouete l'a dit tout à l'heure, on voit bien la montée de l'océan sur les terres. Il faut savoir que dans une ville comme Lomé, qui est la capitale du Togo, on perd chaque année 10 à 20 mètres de terre du fait de la montée de l'océan. En fait. Or, le Grand Lomé, c'est 40% de la population togolaise. Okay. Mais c'est simplement 10% de la superficie togolaise. Et donc, vous voyez qu'il y a un problème d'aménagement du territoire lié, en fait, au changement climatique. Et ça, ce n'est pas un problème de long terme, c'est un problème d'aujourd'hui. Okay. Comment nous pilotons l'aménagement du territoire dans un contexte, en fait, de montée de l'océan sur les terres. Okay. Un contexte d'érosion côtière. Et donc, le projet WACA, qui est un projet des États avec la Banque mondiale, essaye de répondre à cela. Et il y a 5 États qui en font partie. Il y a 3 qui sont en train de l'intégrer. Et ça va de la Mauritanie jusqu'à Sao Tomé et Principe. C'est pour dire que là, nous allons au-delà des rigidités institutionnelles. Ce n'est pas seulement l'UEMOA, ce n'est pas seulement la CEDEAO, il y a aussi la CEAC. Donc vous voyez, on est obligé du fait des questions d'externalité, d'intégrer les États au-delà des contraintes institutionnelles. La troisième initiative de court terme que je partage avec vous, c'est l'initiative FARM qui a été lancée
par la France et l'Union européenne au printemps dernier, avec ces 3 volets, le volet solidarité, le volet commercial et le volet production. Donc Didier, pendant ton absence, je suis allé dans ton sens pour dire que quand on était enfant, là où on jouait au bord de la mer, on ne peut plus y jouer aujourd'hui. Voilà. Et donc le projet Farm, c'est un projet autour de la résilience agricole. Avec ces 3 volets, solidarité, commerce et production, évidemment, c'est le volet production qui nous intéresse le plus dans la mesure où on peut valoriser l'intensification agroécologique autour des protéines végétales. Okay. Si nous développons les protéines végétales comme le niébé, l'acacia, l'arachide et bien d'autres, nous pouvons capter beaucoup plus l'azote et même le CO2 sans une utilisation excessive d'intrants chimiques. Et donc, il y a tout un travail de recherche aussi à faire de ce côté-là. Okay. Sur le dernier point que je voudrais aborder dans les solutions de court terme, c'est vraiment le plaidoyer. Et moi, je voudrais saluer Céline Nafo et toute l'équipe des négociateurs africains, parce que, au fond, comme disait Keynes, à long terme, on sera tous morts. Donc, ce qui est important, c'est le court terme. Et ce court terme, ce sont les négociations en termes de plaidoyer pour mobiliser les ressources pour le fonds de 100 milliards de dollars par an, que nous arrivons difficilement à atteindre, à la fois pour l'adaptation, l'atténuation et pour moi surtout la compensation. Parce que comme vous l'avez dit, l'Afrique ne produit que 4% des gaz à effet de serre, alors que nous représentons 17% de la population mondiale. C'est pour ça qu'il y a une injustice. L'injustice, elle n'est pas liée au fait que nous ne produisions que 4% de gaz à effet de serre. C'est parce que nous représentons 17% de la population mondiale. Et donc, si on devait faire une sorte de lien tout à fait linéaire, nous devrions produire 17% des gaz à effet de serre. Et donc, cet écart doit nous être redonné. En fait, c'est pour ça qu'il faut travailler autour de la question de la justice climatique. Mais pire encore, nous rendons des services écosystémiques majeurs au reste du monde, services qui ne sont pas rétribués. Vous voyez, la forêt du bassin du Congo, c'est un des 2 poumons de la planète, avec l'Amazonie. Si on devait faire de la déforestation comme on fait en Amazonie, bientôt la planète ne serait plus vivable. Mais donc, le fait de ne pas faire de la déforestation, c'est un service que nous rendons au reste du monde. Parce que si nous décidions de faire comme le reste du monde le fait depuis des siècles, c'est toute la planète qui périrait. Donc, il y a fondamentalement une justice climatique dans l'impératif de demande de réparation et de rétribution de la part du reste du monde. Pour finir, les solutions de long terme, j'en citerai 3 parmi d'autres. La première, c'est vraiment la préservation de nos biens communs. J'en parlais à l'instant. Nous ne pouvons pas être aussi irresponsables que le reste du monde. Et donc, tout ce que nous avons comme forêt, comme lac, comme rivière, tout ce que nous avons comme terrain, nous devons, sur la base de notre gouvernance locale, essayer de les préserver. Donc ça suppose l'identification des ressources, l'identification des parties prenantes et l'édiction de règles claires de gouvernance, de sorte que nous puissions préserver pour les générations futures nos biens communs. Ça me paraît fondamental. Nous devons préserver la biodiversité. Et nous, à l'UEMOA, on travaille beaucoup autour du complexe WAP, donc qui est ce complexe
autour du parc du W au Niger, le parc de l'Arlit au Burkina et le parc de la Pendjari au Bénin, pour nous assurer de la préservation de la biodiversité autour de ce complexe WAP et donc de l'inclusion des populations riveraines pour éviter le débat autour du colonialisme vert, qui est un débat fondamental quand même. Et donc là également, il faut mettre le curseur entre l'impératif pour les populations de survivre et donc d'utiliser quand même les ressources et la préservation de ces ressources, souvent pour des Occidentaux qui viendraient faire du tourisme. Donc, ça a quelque chose d'un peu excessif, le débat autour du colonialisme vert, mais fondamentalement, c'est une question de bonne articulation entre préservation et exploitation des ressources dans un cadre de durabilité écologique. La deuxième solution de long terme que je vois, c'est vraiment le protectionnisme écologique. Je pense fondamentalement que nous devrions mettre en place des écluses environnementales, de sorte qu'au fond, il y ait une neutralité carbone, c'est-à-dire que devrait coûter aux consommateurs la même chose entre la consommation de produits importés et la consommation de produits locaux. Et donc, nous devrions mettre en place des taxes que certains ont appelées des taxes carbone, mais ça peut être plus élaboré que cela, de sorte que ce soit neutre pour le consommateur de consommer des produits fabriqués à 20 000 km ou consommer des produits fabriqués tout près. Donc, il y a cette promotion de circuits courts qui me semble fondamentale. Et donc, ça nécessite une redéfinition de nos politiques commerciales et donc de la question de la protection. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et ça m'amène naturellement à la troisième solution de long terme, c'est la recherche de cohérence des politiques publiques. On en a parlé ce matin. Quelquefois, on a l'impression que nous faisons face à ce que moi j'appelle une superposition de discours. Okay? Le discours macroéconomique est un discours néolibéral avec l'impératif d'équilibre des finances publiques, de politique monétaire rigoriste et de politique commerciale libre-échangiste. Et ce discours macroéconomique qui est néolibéral rentre en contradiction avec le discours mésoéconomique qui est le discours sectoriel, qui est un discours plutôt néo-mercantiliste, où on opte pour une protection à l'export, en fait à l'import, une stratégie agressive à l'export, et au fond c'est le discours asiatique. Mais entre ce discours sectoriel asiatique et le discours macroéconomique type consensus de Washington, il y a des réglages à faire. Et quand on passe au niveau microéconomique, le discours devient un discours onusien, fondé sur les travaux du prix Nobel d'économie Amartya Sen, autour finalement des droits, les droits des populations. Et ce discours autour des droits, qui est le discours microéconomique de type onusien, il n'est pas toujours compatible avec le discours sur l'émergence porté par le sectoriel et le mésoéconomique. Parce que le travail décent n'a pas été la base du processus d'industrialisation de l'Europe et même de l'Asie. Et donc là également, on voit qu'il y a une articulation qu'il faut faire pour rendre cohérentes nos politiques publiques. Politique agricole, politique environnementale, politique commerciale, politique budgétaire et politique monétaire. Donc il y a de plus en plus la notion de la monnaie écologique. Quand vous prenez les travaux d'Alain Grandjean et de Nicolas Dufresne, vous voyez qu'il y a toute une discussion autour de ce que pourrait être la monnaie écologique. Et ce matin, on en a parlé
autour de politiques monétaires qui pourraient donner vraiment beaucoup plus de poids qu'à l'heure actuelle sur le financement de la transition écologique. Donc en conclusion, chers amis, je dirais qu'au fond, le principal enjeu de la finance verte en Afrique, c'est d'abord celui de la reconquête des souverainetés africaines. Souveraineté alimentaire, souveraineté agricole, souveraineté budgétaire, souveraineté monétaire. Et de la manière dont ces souverainetés peuvent être mises au service à la fois de la préservation des écosystèmes naturels, mais aussi de la transformation structurelle des économies et sociétés africaines. Et je dirais pour finir, pour l'économiste que je suis, c'est une tâche tout à fait exaltante parce qu'au fond, c'est le défi qui nous attend est la définition même de la science économique, telle que Lionel Robbins l'a définie en 1933, c'est-à-dire la science qui étudie l'allocation optimale des ressources rares à des fins alternatives. La seule différence avec le 19e ou 18e siècle, c'est que la nature n'était pas considérée comme une ressource rare. Mais elle l'est devenue au fil du temps. Mais au fond, c'est toujours le même programme d'optimisation. Il faut simplement ajouter aux contraintes un élément qui n'y est pas traditionnellement dans la science économique. Je vous remercie.